J'ai plaisir à parler après vous, Félix Bernard Dubord, parce que vous faisiez référence au processus, à l'intuition, à la sincérité, la dignité sociale, le poids de la matérialité, la durabilité, enfin tout ce qu'on aime chez Pouillon et tout ce qu'on aime dans les deux grands textes qui nous sont chers. Et puis aussi parce qu'il a tellement travaillé dans le Grand Sud algérien qu'il est vraiment une immense référence pour beaucoup d'entre nous, dans la mesure où il était dans une relation de compréhension, je dirais, intime. Hein. Alors on va être nécessairement dans ces questions-là, parce que je vais vous parler d'une région du monde bien connue de tous, mais où l'anti-atlas que vous voyez là a été... moi, je suis basée à Tiznit, dans une toute petite ville au sud d'Agadir. Et j'ai eu la chance de travailler sur des greniers collectifs qui sont vraiment l'institution du bien commun par excellence et qui ont progressivement donné par leur capacité à fédérer et par le modèle qu'ils incarnent, finalement une vision du monde et des projets tout à fait intéressants d'un point de vue, je dirais, éthique, pour une préservation. Quand je dis préservation, je ne dis pas restauration et je ne dis pas conservation, je dis préservation, préservation des écosystèmes. Et au fond, dans tous ces temps d'inégalité croissante que nous vivons et qui se sont accentués avec le Covid, on est vraiment tiraillé entre deux voies quand on est architecte, soit l'ostentatoire, source de prestige, de revenus confortables, ou bien vraiment le bien commun, la production architecturale de la juste mesure, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, modeste, tournée vers les autres, et très loin de cette tentation de l'enclosure, de la démesure, de hubris finalement, et du bâtiment spectaculaire. Je crois que défendre une architecture comme bien commun signifie vraiment interroger le bâtiment, les conditions sociales de son édification, les pratiques spatiales, un usage spécifique et l'attachement au lieu. Et je commence par tous ces greniers qui me sont immensément chers, parce que vous le comprenez, quand on a la chance de travailler dans un réceptacle du sacré et un réceptacle du grain, c'est-à-dire la denrée la plus précieuse, on est automatiquement pris évidemment par la qualité d'une architecture extrêmement savante en vérité, et par la multiplicité des formes architecturales. Et en même temps, on est tenu de réfléchir à ses usages. Là, on voit des ruchers, par exemple, et on voit une enceinte commune, qui englobe un certain nombre de petites cellules qui vont permettre de conserver les ressources vivrières. On est donc bien loin, quand on fait ce type de travail avec les communautés, on est très loin d'une esthétique, on est très loin de cette performance qu'on attend de nous, et on est vraiment dans la question de l'empreinte et la question de l'action individuelle et des répercussions collectives. Je dis en deux mots que les greniers collectifs sont toujours actifs, et c'est ce qui fait leur intérêt, et ils sont actifs, peut se poser la question, ils sont actifs parce que, vous voyez là les grains qui viennent, pays de neige, pays de chaleur, ils viennent emplir le lieu, et puis ensuite on va mesurer, partager, mettre de côté et envoyer après une mesure très savante, on va envoyer dans des zaouïas, des lieux de protection, des lieux aussi de grands réceptacles qui vont à leur tour redistribuer ces denrées collectives, en général pendant l'usure, et ce phénomène a lieu depuis 4 ou 5 siècles sur le lieu que vous voyez qui est Emin Tetzelt dans le Maroc, dans l'Anti-Atlas. Et vous voyez que ça concerne énormément
de tribus. Vous distinguez Ouarzazate, Agadir d'un côté, et vous voyez bien comment, au cœur de ce territoire, qui est sur les franges présahariennes, entre les parties, entre un Sahara qui est là, avec des franges qui happent et qui sont extrêmement arides, et puis ces hauts plateaux, on a une série de lieux collectifs qui vont pouvoir redistribuer la manne vivrière et empêcher des famines, empêcher au fond que l'humanité de cette région ne dépérisse face à l'aridité, face aux aléas, non pas seulement les aléas climatiques, il y avait énormément d'aléas, on pense aux maladies, et la pandémie nous le fait toucher du doigt sur des territoires extrêmement peu peuplés. Alors, ce temps retrouvé, ce que j'appelle le temps retrouvé, c'est vraiment de venir et de réfléchir à tous ces écosystèmes et d'être finalement dans une réflexion à la fois sur l'environnement, ce que devrait faire tout architecte, à la fois sur ce patrimoine qui est aussi immatériel, qui n'est pas que matériel, et sur ces oasis qui donnent des leçons de résilience collective, puisque bâtisseurs et cultivateurs ne font qu'un, et au fond, dans des idées d'action où on n'est pas dans des isolats, mais au contraire dans de vastes réseaux commerciaux où vont circuler des personnes, des marchandises, des savoir-faire, etc. Alors je commence sur le retrait, parce qu'au fond, un architecte ne sait pas toujours s'effacer. Je vous montre un projet qui est le projet du minaret d'Aqqa, dans une oasis absolument extraordinaire, qui est là depuis fondation idrisside, dit-on, qui est là au moins depuis 10 ou 12 siècles, et où il y a ce minaret qui a été érigé, on en a fait la fouille archéologique, donc on le sait, qui a été érigé du temps des Saadiens au XVIe siècle, et qui était inachevé, et qu'on a essayé de sauver, parce qu'il y avait vraiment une possibilité de disparition pour ce magnifique bâtiment construit en briques cuites dans une région de briques crues. Il s'agit d'un bâtiment dynastique, et pour moi, il fallait surtout pas qu'on voit que l'architecte était passé par là. Donc après les fouilles archéologiques et après un travail minutieux d'inventaire de au moins 3-4 techniques qu'il y a en ces lieux, il s'est agi de refaire ou faire un minaret qui avait été reconstruit en briques cuites au XVIIIe siècle, avec une mosquée qui s'était retrécie, et on a réappris avec les artisans à voir comment avait été construit ce lieu, avec des parties plus ou moins maladroites, mais ce qui importe, c'est aussi de transférer, de former, d'accompagner. Et puis vous voyez, la partie restaurée, elle se distingue naturellement de l'autre, mais on a arrêté les choses et on a mis une plaque de zinc sur une très très belle voûte d'arête qui remonte, comme vous le voyez, jusqu'en haut, et qui a été juste arrêtée avec un petit oculi. Donc on ne le voit pas, on ne voit pas la gouttière, on voit pas. On est là, on le voit qu'en drone, quand le drone passe, mais sinon on ne le voit pas. Et je m'arrête aussi sur cette question au moment où on dit que cet habitat agonise, que voilà, il est disqualifié, qu'il ne répond plus. Je m'arrête sur ce qu'on appelle la modernité au Maroc, et c'est une caricature. Alors on n'est pas loin de ce que vous disiez tout à l'heure sur les vastes années. On n'est pas encore tout à fait dans le choc d'un matériau inutile, on est dans autre chose, on est dans des pagodes, on est dans quelque chose qui vraiment questionne l'architecte que je suis ou que vous êtes, et qui questionne de toute façon tous les gens qui passent. Et quand on vous dit « Ah mais écoutez, c'est plus moderne que ça, ce truc en terre qui tient pas, qui est archaïque, avec beaucoup de mépris, et ce machin, lui, serait mieux. » Et puisque vous savez, sans doute, la Belle au bois dormant. Bon. Et puis, on parlait tout à l'heure des ingénieurs. Hein, vous disiez, ils ne doivent pas nous dicter notre structure. Hélas, hélas. Donc, voilà. Vous avez un peu je
dirais, le paysage qui est campé, et puis des actions. Des actions, on me donne à ça à faire pendant 4-5 ans. Je m'occupe de ce rsal absolument extraordinaire, qui est le jalon manquant entre la Mauritanie et le Maroc. Pierre, terre, galets. On a toutes les techniques qui se suivent du haut de la falaise jusqu'à l'eau qui est pérenne depuis des temps très archaïques, puisqu'on a des gravures rupestres. Et puis on a donc ce rsal qui est construit en croissant, avec son cimetière qui forme comme un cœur entre les deux farq, c'est-à-dire les deux sections sociales. Et il a fallu s'occuper de ce lieu très ruiné, où il y avait eu des martyrs pendant une guerre avec le voisin. Et il a fallu aussi réfléchir à la gestion collective, évidemment des palmiers, mais aussi des jardins. Et petit à petit, la méthode qui avait été faite instinctivement auprès des greniers avec les communautés locales a été transférée, on va dire, réajustée à ce rsal, avec les habitants de ce rsal et avec les familles et les 16 000 habitants quand même qu'il y avait. En tout cas, ça concernait à peu près 300 grandes familles et c'était très intéressant de redécouvrir avec elles des techniques qui avaient été complètement négligées, oubliées, mais qu'on a remis à l'honneur contre un certain nombre de décideurs et avec l'aval, évidemment, d'autres décideurs plus éclairés. Et ceci m'a permis progressivement, avec évidemment des actions fédératrices et le dépassement finalement de réactions un peu épidermiques à la terre, à la pierre, avec des espaces fédérateurs autour des anciennes aires à battre, autour de lieux collectifs, et puis des demeures lignagères et des cafés, des moments. Voilà, tout ça a été raconté dans un livre qu'on va rééditer dans un format plus petit, plus accessible. Et tout ça pour arriver finalement, progressivement, à ces leçons du vernaculaire. C'est une évidence pour nous. C'est pas toujours une évidence. Il a fallu, l'Académie du Royaume nous a donné beaucoup de place pour qu'on puisse parler de tout ceci en 2016. Et puis d'autres personnes comme Al-Hajj Bouker que vous voyez ici, qui est un des excellents ingénieurs de la province de Tata, la première à nous avoir fait confiance à une pauvre femme qui, malgré son état, avait quand même un cerveau, peut-être. Et puis on a pu comme ça remettre à l'honneur, travailler finalement tous les CPS et transférer ce savoir vers l'Institut de normalisation qui a accepté partiellement qu'on fasse des choses qu'on fait avec la main et pour avoir le plus fort, le plus bas impact sur une trentaine de projets, vous voyez, qui se sont déployés comme ça entre la province de Assa, Zag, Gelmin, Tata, Tiznit, Agadir. Et on a fait comme ça donc une trentaine de projets dont je vous en ai choisi certains où on peut s'arrêter à l'infini sur chaque choix, qui ont été quand même, comment dire, ça a l'air tout simple, ils sont nés au forceps, forcer les pouvoirs publics finalement, forcer les entreprises qui progressivement jouent le jeu, quand elles comprennent qu'elles vont y gagner, parce que quand même, faire venir des matériaux à 500 km, c'est bien moins cher, c'est bien plus cher que de fabriquer sur place des briques crues dans un espace où la terre est tout de même le matériau le plus intéressant et où il pleut 50 mm par an quand il pleut, donc où on peut vraiment s'en donner à cœur joie, et où les palmeraies ont une forme d'abandon, connaissent une forme d'abandon qui fait qu'aujourd'hui on peut quand même voir avec chacun s'en resservir. Alors tout ça paraît très banal, mais il a fallu vraiment revenir, convaincre, concevoir et obliger, là encore, à des techniques parfois difficiles. Les teintures au chaudron qui finalement, après l'effort, ont un grand succès, mais nécessitent toujours des compétences. Et qu'aujourd'hui, on a pu remettre à l'honneur. Et maintenant, les grands hôtels copient. Et quand un grand hôtel copie, ça veut dire qu'on a gagné.
Voilà, cette écriture des marges, elle s'est faite donc dans divers lieux, avec la terre, mais aussi avec la pierre. Et je montre ce bâtiment qui a été construit en 2016, donc pour la COP22, parce que tout le monde venait voir et sentir la température. Il fait 27, hein, quand à l'extérieur il fait 42, 47, parfois 50. Et on arrive, par une galerie bioclimatique qu'on a mis sur la façade sud-est, on arrive comme ça à avoir des températures vraiment très agréables et une climatisation passive naturellement, et où on n'a pas cessé aussi de lutter pour qu'on n'ait pas un ourdissage des plafonds, mais qu'on ait quand même, en partie du moins, des plafonds en technique vernaculaire qui garantissent les températures dont je parle. Donc ça a eu un franc succès au point que toutes les réunions se font là. Et au fond, on a comme ça énormément de projets qui commencent à naître, à poindre, à se terminer aussi. Celui-ci quand même, il a mis plus de 10 ans. Donc on est heureux de vous montrer ces images après tant d'efforts. Et là, on a essayé aussi d'autres techniques de stabilisation à l'albumine, avec aussi d'autres techniques tout à fait intéressantes, toujours dans le low-tech, sur une architecture qui était à l'origine un souk colonial et où on a pu faire un certain nombre d'interprétations qui ont permis aussi une adhésion de l'ensemble. À Tiznit, le musée, qui peine à se terminer, lui commençait en 2013, toujours pas terminé, je vous dis, mais bon, notre métier est ainsi fait que ça nous oblige à réfléchir finalement à ce qu'on avait mis en œuvre. Donc une enveloppe en pisé, et puis à l'intérieur, la législation en 2013 n'avait pas encore le fameux décret n'est pas qu'en 2014 nous autorisant à utiliser la terre. Et donc on a fait quand même des petites entorses à l'utilisation des structures en béton armé qui nous sont imposées par les ingénieurs géniaux. Vous savez, c'est des hommes, ils sont très intelligents, très intéressants, très, comment dire, très, très subtils aussi. Et donc ils nous ont fait ce qu'il fallait face à ce que vous voyez là, qui est archaïque, comme vous savez, bien moins subtil, semble-t-il, et si dangereux, puisque les arceaux en pierre sèche, eux, là, il voulait se désengager, le petit ingénieur, parce que ça allait lui tomber dessus, hein, c'est une évidence. Un arceau, ça ne tient pas tout seul comme ça. Les claveaux en pierre sèche, ça tombe sur la petite architecte irresponsable et effrontée. Voilà, et pourtant, on y arrive, on revoit les techniques ancestrales sur ces plafonds incroyables, et on fait comme ça un musée de l'architecture, un centre d'interprétation du patrimoine où il y a toutes les techniques. Alors, cette architecture éco-responsable, oui, il la faut. L'usure du monde, il est là. New Delhi nous montre, si on en doutait, qu'il faut maintenant revenir à tout ceci et réfléchir d'une autre façon à conserver. Et puis à Agadir, sur la grande citadelle, qui est un immense projet, où on a aussi eu la chance de proposer, d'inventorier et de reconstruire après toute une étude archéologique et donc dans une restitution archéologique assez savante, mais avec des moyens très importants. On a pu comme ça obliger aussi, mais pas complètement. Je vais vous parler d'un procédé qui n'a pas pu se faire jusqu'au bout, pour montrer que cette usure, elle est aussi une usure humaine. Et je pense que c'est elle qui, pour moi, est la plus problématique dans les rapports. Je crois qu'aujourd'hui, on en est là, c'est difficile. Et je vous montre ces photos parce que c'est très amusant de voir l'aspect très dubitatif des deux, voilà. C'est après coup qu'on analyse et qu'on se rend compte, et qui ont fait finalement, je les ai forcés à faire ce qu'ils n'auraient jamais fait de leur vie, et où vraiment ils ont été obligés. Mais vous avez vu qu'on est obligé d'avoir à chaque fois
toute cette superstructure en béton armé. Et quand l'ingénieur ne vient pas parce que c'est trop loin, on est à 4 heures d'Agadir et qu'il ne va pas se perdre son temps, eh bien on arrive à négocier et à pouvoir quand même revenir sur cette architecture extrêmement savante. Et je peux rendre hommage ici à Claire Cornu, la pierre sèche, parce qu'en faisant ce travail avec l'École centrale de Lyon, elle a pu prouver que quand on construit en pierre sèche, et parfois avec la pierre ourdée aussi, on peut, après, être bien plus performant que n'importe quelle voile de béton et sur une immense durabilité. Mais des thèses l'ont prouvé. Donc après, on peut avoir les DTU qui s'imposent et l'imposer au pouvoir public. Malheureusement, au Maroc, on n'y est pas encore. Donc quand j'ai voulu revenir sur un procédé qui existe chez les Bougmèzes, qui est vraiment parasismique, et qu'on a réinvesti pour Agadir, sachant qu'Agadir avait tellement souffert du tremblement de terre avec les 15 000 morts en quelques secondes, il était pertinent d'utiliser un système parasismique qu'on trouve donc dans la vallée heureuse du Haut-Atlas, mais qu'on trouve aussi dans le Bhoutan, au Pakistan, et cette technique qui a fait ses preuves avec le cratère, avec la Croix-Rouge suisse, avec les Belges aussi, avec énormément de personnes, a été réinvestie notamment après le fameux tremblement de terre du Népal. Et il m'avait semblé très pertinent de l'utiliser donc à Agadir, mais c'était sans compter sur l'immense intelligence de mes adorables confrères, est-ce qu'on peut appeler ça des confrères, qui n'ont pas jugé intéressant d'avoir Voilà, alors on a fait ça, il y a trop de béton à mon goût, il y a du voile partout, ils ont refusé. Je vous montre aussi un échec finalement, ou un semi-échec, parce que, bon, voilà, tout n'avait pas été prévu. Le bureau de contrôle, même si on avait choisi au bout du deuxième bureau de contrôle et qu'il avait été convaincu au départ, ne l'a pas été pour ce qui était des couvertures, et ils ont préféré du métal. Et puis, on n'a pas arrêté de bétonner les acrotères, bétonner, et là vient cette usure humaine dont je parle, où quand on est architecte, on n'est pas tout seul. Il y a un certain nombre de hiérarchies, et quand on vous laisse, au-delà des normes castratrices, au-delà de ces pseudo-nomenclatures qui aujourd'hui font que pour cette architecture, malgré un mur de 80 cm en pierre sèche et qui était pourtant soclé par tout ce dispositif en bois, eh bien non, ça n'a pas suffi. Il a fallu le doubler d'autres choses. Donc je vous montre les jarrets. J'espère que la semaine prochaine, quand je vais rentrer au Maroc, les jarrets auront sauté parce que j'ai mordu encore. Et donc je vais terminer sur finalement des choses où on revient à nos greniers et où finalement, contre toute attente et loin de façon de faire où finalement on gomme l'intelligence constructive, dans la partie qui m'est chère, dans l'anti-atlas, avec les communautés, avec les écoles, avec les enfants, avec les femmes, on travaille ces questions-là pour essayer de prendre les choses à bras-le-corps et pour essayer d'être dans un partage où on va essayer finalement de donner à sentir autre chose. Et je partage cette expérience avec Amina Ghaznaï, qui est une immense artiste au Maroc, qui a commencé dans le design textile et qui aujourd'hui travaille avec nous à former les femmes avec le niveau qu'elles ont, telles qu'elles sont, et à leur donner l'envie aussi de faire. Alors elle a fait beaucoup d'œuvres, L'araignée en 2016, et puis d'autres œuvres absolument extraordinaires qui permettent de donner du travail à toutes ces coopératives en leur proposant finalement aussi de réfléchir dans une vision qui reste quand même extrêmement située, extrêmement ancrée dans des choses où on va arriver à repenser cette possibilité du faire ensemble. Et je vais terminer sur ce lieu absolument magique où nous œuvrons actuellement. Là, c'était complètement ruiné.
Et on s'en occupe, vous voyez, ça avance doucement mais sûrement. Et puis, on travaille donc avec chacun et chacune, et puis on fait ces banques communautaires qu'on retrouve au Togo, au Mali, c'est au Mali, les premières qui avaient été faites, pour qu'il n'y ait pas aussi un pillage, et pour que nous ayons des modèles, et que ces modèles, quand ils sont revisités, ben, tant mieux, et puis quand ils sont prolongés, ben, c'est très bien, mais en tout cas, ils ne seront pas vendus pour un musée américain ou je ne sais quoi. Et on a comme ça, donc je disais, les banques culturelles, le laboratoire d'expérimentation, avec nos maîtres artisans, avec les femmes, les enfants. Et donc on a tout un travail où on expose dans un espace tous leurs efforts au quotidien, avec toute une réflexion sur l'environnement, où évidemment on détourne tout ce qui est poubelle, etc. Et puis la villégiature, puisque accueillir le visiteur fait partie d'un certain nombre de choses très intéressantes sur ce lieu. Je préfère qu'on voit le film qui va permettre de conclure et donner un corps à ce que je dis là. J'espère que j'y arriverai et que je vais pouvoir le lancer sans trop de difficultés. Voilà. Je vais finir avec ça et je reconclurai après ce petit film qu'on a réalisé en novembre et qui est imparfait, mais qui donne un esprit qui m'intéresse de partager avec vous, qui est justement qu'est-ce qu'on fait quand on travaille tous ensemble contre l'usure du monde, en proposant des choses très ancrées dans des architectures terrestres, dans des lieux qui contiennent d'abord et avant tout la vie. J'avais envie qu'on garde tout ça et qu'on ait vraiment le palmier dans tous ses états, partout, etc. Et puis ici, de toute façon, le lieu, il est prévu pour nos textiles. D'accord. Tu te souviens? Alors, est-ce qu'on verra? Il n'y a pas que de lumière. Donc, il y a une lumière très douce. Et comme ils sont à la fois très longs, ils font 6 mètres, on est parti du haut. Et on va les déployer comme ça. Pareil là-bas. Séparé d'un de nos sponsors dernièrement qui voulait salarier les femmes. Et justement, l'esprit du projet, c'est pas ça du tout. C'est qu'elles travaillent ensemble, le groupe porte le groupe, et il n'y a aucune concurrence à installer ni quoi que ce soit. Donc on préfère avoir moins d'argent mais plus de cohérence et travailler en toute liberté et en toute dignité sociale. Naturellement, après, on se retirera et tout le monde pourra poursuivre ceci sans... Voilà. Ces femmes, c'est la première fois qu'elles gagnent un peu d'argent. Donc, c'est pas juste une histoire d'argent. C'est avant tout la question de la dignité dans leur vie, dans leur couple, dans leur famille, tout d'un coup exister. Pour les enfants, c'est pareil. Le fait de mettre en valeur leurs travaux et de s'en occuper les rend sur un moyen terme, puisqu'on sait presque 8 mois, 9 mois, les rend beaucoup plus apaisés, intéressants. Et les dernières séquences, c'est le jour où le gouverneur est venu voir
un gouverneur très attentif qui est resté 3 heures et qui a donné lui aussi à chacun sa place. Et c'est important aussi dans la morosité ambiante de dire qu'il y a aussi des actions, aussi fragiles soient-elles, qui ont lieu un peu partout, mais qui sont des alternatives à une dilapidation des ressources et qui sont extrêmement Ce métier étant un métier de l'échange, où on n'est pas seul, et où justement, sans la force du groupe, on ne fait rien. Et donc, je dirais pour conclure que pour affronter la machine infernale du système productif économique actuel depuis maintenant quand même beaucoup trop longtemps, extractiviste, destructrice des sociétés, des environnements, d'un point de vue économique, aujourd'hui, oui, tout ceci conduit à une impasse. D'un point de vue social, l'exaspération des inégalités est de plus en plus préoccupante. Ce Covid les a renforcées. Et on aimerait que des aspirations nouvelles en matière d'émancipation soient conduites dans l'esprit que je vous ai un peu présenté dans cette réinvention du monde. Et finalement, l'habitabilité anthropocène est là. Les températures sont de plus en plus critiques. Nous avions une sécheresse très critique au Maroc jusqu'au mois de mars, mais ce n'est que partie remise. Donc on est vraiment là dans un impératif de changer nos habitudes. Mais vous voyez que dans l'exemple d'Agadir, je n'y suis pas parvenue, ou parvenue qu'à moitié, ou parvenue pas encore. Mais finalement, toute cette question des écosystèmes aussi que j'ai voulu montrer, écosystème écologique, écosystème humain, exprime un rejet clair de cette uniformisation mutilante. Voilà, je vais essayer de montrer une voie plurielle, située, et qui peut ou pas se dupliquer, qui est ouverte, mais qui est là pour inspirer, à mon avis, c'est mon objectif, qui n'est pas cette rhétorique creuse qu'on peut voir ici et là, et qui, associée aux sciences sociales, puisque j'ai un doctorat en anthropologie, propose finalement une vision renouvelée d'une architecture ancrée, terrestre, et non pas le hors-sol et l'artificialité dans la démesure qu'on connaît un peu trop souvent. La possibilité d'agir finalement en partant des lieux, en réparant, en réfléchissant à vraiment polir nos modèles, à réévaluer ces normes desséchantes qui sont des carcans plus qu'une situation de sécurisation. Je regrette, ça l'est rarement. Et au fond, aussi un besoin d'arrêter aussi de broyer les êtres au nom de l'économique ou tout simplement du pouvoir. Voilà, je vous remercie.